Comment choisir le meilleur statut juridique pour son entreprise? Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment choisir le meilleur statut juridique pour votre entreprise. Je vais traiter ça en 4 points. Donc le premier, exercer seul ou en association. Le deuxième, protéger son patrimoine personnel. Le troisième, maximiser le revenu disponible. Et enfin, le quatrième, faire simple lors de la création et de la gestion de l'entreprise. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Vous trouverez également un lien de téléchargement de la fiche guide PDF de synthèse ou un e-book en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par une petite introduction dans laquelle je vais commencer par les statuts que je vais évoquer. Donc les statuts que je vais évoquer dans le présent enregistrement seront les statuts les plus courants, donc comme l'entreprise individuelle, dont la micro-entreprise. J'évoquerai également le URL ou la SARL et également la SASU ou la SAS. Ensuite, quand devez-vous faire ce choix de statut juridique? Alors ce choix de statut juridique doit être fait à la fin du projet de création d'entreprise, lorsque toutes les autres étapes ont été faites, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre en place le projet. Vous aurez préalablement défini l'idée de votre création d'entreprise, vous aurez vérifié également l'existence d'un besoin et d'un marché, et vous aurez vu également comment mettre en œuvre cette idée dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Donc, vous aurez déjà une petite idée un peu plus précise d'hypothèse ou de prévision d'exploitation qui vous auront permis déjà dans un premier temps de définir un bénéfice brut avant rémunération donc de l'entrepreneur, charges sociales et d'impôts sur les bénéfices. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez vous pencher sur la question du choix du statut juridique. Troisième point que je voulais aborder également dans cette introduction, c'est quelle approche est-ce que je vais avoir dans cet enregistrement. Alors, je ne vais pas avoir de recette miracle, il n'y a en réalité pas de statut universel, malgré ce que l'on peut lire, je dirais un petit peu partout, où on peut voir des recommandations pour la micro-entreprise ou pour la SASU, qui serait le statut ou le régime à privilégier en n'importe quel cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. Je ne vais pas non plus vous faire une description des différents statuts parce que ça vous pouvez le trouver sur les différents sites de documentation sur la question du statut du juridique. Mais je vais plutôt vous expliquer comment faire votre choix au travers des 4 grands critères que j'ai pu noter au cours de ces 20 à 30 ans où j'ai fait de la création d'entreprise. J'ai pu relever qu'il y avait un certain nombre de critères qui ressortaient. Donc les 4 grands critères que je vais évoquer, donc le premier, ça sera déjà de savoir si vous voulez exercer seul ou vous associer. Le deuxième sera la protection du patrimoine personnel. Le troisième grand critère sera, et celui qui est souvent retenu, c'est la maximisation du revenu disponible. Et enfin, un quatrième critère qui est de faire simple dans la création et dans la gestion de l'entreprise. Donc passons tout de suite au premier critère, donc qui est l'exercice de l'activité seul ou s'associer, Alors, si vous voulez exercer seul, il y a 2 statuts qui peuvent être retenus. Le premier, c'est l'entreprise individuelle. Alors, l'entreprise individuelle, vous pouvez avoir 2 sortes. Vous pouvez avoir le régime de la micro-entreprise, puisque la micro-entreprise est en fait un régime fiscal et social. Ce n'est pas un statut juridique en soi. Donc, la micro-entreprise, le statut juridique de la micro-entreprise, c'est l'entreprise individuelle. Et vous pouvez également choisir l'entreprise individuelle classique.
Ce qui est caractéristique en fait de l'entreprise individuelle, c'est qu'il n'y a pas de personnalité ou d'identité juridique propre, à la différence des sociétés. La personne juridique est identique à celle de l'entrepreneur. Deuxième statut que vous pouvez choisir si vous voulez exercer seul, c'est la société unipersonnelle. Donc la société unipersonnelle, il y en a de deux types par rapport au statut que j'ai choisi donc de retenir, c'est le URL ou la SASU. Alors là, ce qui caractérise ce statut juridique, c'est qu'il y a une personnalité ou une identité juridique propre. Ce qu'il faut également savoir aussi, c'est que le URL et la SASU, c'est exactement les mêmes règles juridiques que la SARL et la SAS. La seule différence, c'est le nombre des associés. Donc ce nombre d'associés va avoir une incidence sur le formalisme de convocation et de la tenue des assemblées générales. Ce sera, au lieu de réaliser une assemblée générale, l'associé unique prendra des décisions. C'est ce qui caractérise la société unipersonnelle. Bon, par contre, il y aura malgré tout un formalisme juridique qui est inexistant en entreprise individuelle, c'est-à-dire, comme je vous l'indiquais précédemment, l'associé unique devra prendre des décisions et il prendra ces décisions selon des statuts qu'il aura déterminés au préalable, qu'il aura fait lors de la création de la société. Donc si vous voulez exercer seul, deux statuts possibles: entreprise individuelle ou société unipersonnelle. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire si vous souhaitez vous associer. Alors si vous souhaitez vous associer, vous n'aurez qu'une seule solution d'un point de vue statut juridique, c'est la société pluripersonnelle. Donc la société pluripersonnelle, vous en aurez deux. Vous aurez soit la SARL, soit la SAS. Donc ce qui caractérise aussi ces sociétés, c'est la même chose que les sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire qu'il y a une personnalité, une identité juridique propre. Donc cette identité, elle est matérialisée souvent par un extrait CABIS ou un extrait répertoire des métiers. Et ce qui va caractériser également ces sociétés unipersonnelles, c'est que d'un point de vue juridique, vous devrez réaliser des statuts et faire des assemblées générales, donc avec un formalisme de convocation et de tenue des assemblées générales. Donc voilà ce que vous pouvez faire en matière d'association comme statut juridique. Donc le premier critère, c'était donc exercer seul, donc en entreprise individuelle ou en société unipersonnelle, ou s'associer en exerçant dans une société pluripersonnelle. Passons maintenant au deuxième critère que je souhaitais évoquer, qui est celui de la protection du patrimoine personnel. Alors, il y a deux types de protection. Il y a soit aucune protection, donc ça va être le cas de l'entreprise individuelle, puisque il y a un patrimoine commun entre l'entreprise individuelle et le patrimoine personnel de l'entrepreneur, du fait également qu'il n'y a pas de personnalité juridique propre, donc d'identité juridique propre. Il y a un patrimoine commun. Donc il n'y a aucune protection du patrimoine personnel dans l'entreprise individuelle. Bon. Par contre, il faut quand même relativiser la protection donc théorique. Donc le deuxième point que je voulais évoquer, la protection théorique du patrimoine qui est procurée par une société. Donc une société, le patrimoine est distinct de celui de ses associés. Donc il y a une certaine protection en fait du fait de la limite de responsabilité des associés aux apports qu'ils ont faits dans la société. Par contre, c'est pour la raison pour laquelle j'évoque le caractère théorique, c'est que souvent dans une société, ce qui va se passer, c'est que quand la société va prendre des engagements, il va souvent être demandé
une caution personnelle des dirigeants. Et ça va être notamment le cas de la banque pour du découvert ou pour des emprunts ou d'un contrat de crédit bail ou pour prendre des locaux en vertu d'un bail commercial. Le bailleur pourra demander une caution personnelle du dirigeant. Ça pourrait être le cas également dans le cadre du rachat d'un fonds commercial ou artisanal. Ça pourrait être également le cas d'un franchiseur ou alors d'un fournisseur principal, soit de matières premières, soit de marchandises pour votre entreprise. Là, je pense par exemple au cas des brasseurs, par exemple pour des activités de bar. Il peut être souvent demandé aux sociétés une caution personnelle du dirigeant. Donc dans ces cas-là, lorsqu'il y a une caution personnelle du dirigeant, bien évidemment, le patrimoine personnel n'est pas protégé. Donc c'est pour cela que je dis que la protection d'une société peut parfois être théorique. Alors passons maintenant au troisième critère de choix du statut juridique, qui est celui de la maximisation du revenu disponible. Alors, comment est-ce que l'on va pouvoir maximiser le revenu disponible ? On va pouvoir le maximiser en faisant levier sur 3 points au moment de la création de l'entreprise. Les 3 points sur lesquels on va pouvoir faire levier, c'est la TVA, les charges sociales et l'imposition des bénéfices. Donc par contre, ça suppose que effectivement au préalable, vous ayez une idée grossière, même grossière, du bénéfice brut, c'est-à-dire avant rémunération, charges sociales et impôts sur les bénéfices. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait préalablement des prévisions ou tout du moins fixer vos hypothèses d'exploitation. Alors passons maintenant au premier levier qui est celui de la TVA. Alors la TVA, en principe, ça n'a pas d'impact sur le résultat pour une entreprise qui en est redevable. C'est qu'une opération de trésorerie. Je vous rappelle, la TVA, on collecte en fait pour le compte de l'État. Par contre, celui qui supporte in fine la TVA, c'est le client. Donc le client ou une entreprise non redevable. Donc dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'une entreprise non redevable va pas pouvoir récupérer la TVA et donc ça va augmenter le coût de ses investissements, de ses achats et de ses frais. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la TVA, ça ne dépend pas du statut juridique. Donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir choisir en fonction du régime juridique. Mais ça va dépendre de l'activité que vous allez exercer et des obligations fiscales de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne les activités, il y a des activités qui sont taxables à TVA, donc là, pas de souci. Il y a des activités qui sont non taxables, donc là, par contre, non taxables, il faudra regarder si vous voulez appliquer un régime de TVA, s'il y a possibilité d'option ou pas. Il y a certaines activités qui seront non taxables et pour lesquelles vous n'aurez pas de possibilité d'option. Donc là, dans ces cas-là, si vous voulez, la TVA ne sera pas un levier. Mais dans la mesure, alors ces activités-là, si vous voulez, elles sont quand même peu nombreuses. Bon, je peux vous citer quelques secteurs. Il y a par exemple les secteurs de l'activité de l'hébergement, le médical. Alors le médical, oui, il y a pas mal de professions médicales. Et il y a également l'enseignement. On pense aussi souvent à l'enseignement. Alors pour l'enseignement, il y a dans certains cas des possibilités d'options, mais la plupart, si vous voulez, des activités seront des activités taxables. Donc la TVA pourra être un levier. Deuxième point également qui permet de voir un petit peu qui permet un petit peu d'agir sur la TVA, c'est les obligations fiscales de l'entreprise. Donc dans les obligations fiscale de l'entreprise, il faudra voir si votre activité, en fonction de son chiffre d'affaires, elle est soumise ou dispensée de TVA. Et donc, dans ces cas-là, il sera peut-être intéressant de faire une option à TVA ou non. Ça dépendra si vous souhaitez
que votre activité soit soumise à TVA ou en soit dispensée. Donc j'ai fait quelques vidéos qui expliquent les régimes de TVA, donc notamment une sur la comptabilité de l'entreprise, ce que c'est en pratique, et j'en ai fait deux autres sur les déclarations de TVA au régime réel normal et sur les acomptes de TVA au régime simplifié. Je vous mettrai les liens dans la fiche guide de synthèse ou dans l'e-book. Je vous mettrai également en lien une documentation donc de l'excellent site BPI France Création qui explique en fait tous ces mécanismes là de TVA. Alors, on va passer maintenant au premier cas en matière de TVA que nous allons étudier. C'est le cas où vous souhaitez être soumis à TVA. Donc, dans quel cas est-ce que vous allez souhaiter être soumis à TVA ? Ça va être le cas lorsque vous avez une clientèle de professionnels. Parce que dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la TVA donc n'aura pas d'impact sur le résultat de votre entreprise ou celle de votre client, puisque vous allez lui facturer un prix hors taxe, il va payer en sus de la TVA, donc pour aboutir à un prix TTC, mais en contrepartie, il va récupérer la TVA qu'il aura payée sur son achat. Donc vous pourrez encaisser le prix TTC, conserver le prix hors taxe pour votre entreprise, et lui paiera le prix TTC, mais n'aura à sa charge que le prix hors taxe. Donc c'est le régime standard de TVA. Donc dans le régime standard de TVA, il y a deux régimes déclaratifs, le régime réel simplifié et le régime réel normal, mais ils sont calés tous les deux sur le même principe, c'est qu'il y a une TVA à payer qui est égale à la différence entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur les achats, frais et investissements. Donc voilà, si vous avez une clientèle de professionnels, il est souvent préférable d'être soumis à TVA pour pouvoir neutraliser le coût de la TVA sur vos investissements, sur vos achats, frais et autres charges annexes. Deuxième cas en matière de TVA, c'est l'activité non soumise. Bon là malheureusement vous n'aurez pas le choix, ou le cas d'une dispense. C'est ce que l'on appelle dans ces cas-là le régime de la franchise en base de TVA. Donc la franchise en base de TVA, elle est possible pour tout statut juridique, que ce soit une entreprise individuelle ou une société, mais jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Et là, pareil, je vous renverrai au lien que je vous ai indiqué tout à l'heure. Mais il faut savoir que c'est possible pour tout type de statut juridique. Donc, dans quel cas ça peut être favorable ? Ça peut être favorable dans le cas où votre entreprise a une clientèle de particuliers. Alors pourquoi ? Parce que le particulier, vous allez lui facturer un prix, mais lui, il ne va pas pouvoir récupérer la TVA. Donc il va se baser sur un prix TTC. Si vous êtes soumis à TVA, le montant de la TVA que vous allez reverser sur vos ventes va venir diminuer corrélativement votre marge, puisque vous aurez un reversement à faire à l'État. Donc le principe, si vous voulez, de ce deuxième régime de TVA, c'est qu'il n'y a pas de TVA à payer. Par contre, en contrepartie, il n'y a pas de TVA déductible sur les achats, frais et investissements. Donc c'est un régime à privilégier si vous avez une clientèle de particuliers et que vous n'avez pas, évidemment, trop d'investissement lors de la création de votre entreprise, parce que vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur ces investissements. Donc vient le moment de faire le choix en matière donc de TVA. Alors ce qu'il va falloir choisir en fait, c'est le régime qui vous procure le plus de marge possible et le moins de coûts possible. Si vous avez une clientèle de professionnels, il n'y a pas à hésiter, il faut en principe être soumis à TVA. Si vous avez une clientèle de particuliers ou que votre activité n'est pas taxable à TVA, il faut souvent relativiser par rapport au montant des investissements que vous allez avoir à faire.
Si vous avez une clientèle de particuliers et que vous avez un certain nombre d'investissements à faire, là, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, par contre, pour le coup, il faut simuler. Et c'est pour ça qu'il sera important à ce moment-là d'avoir des prévisions ou des hypothèses d'exploitation pour pouvoir faire cette simulation. Donc passons maintenant au deuxième levier pour maximiser le revenu disponible de votre entreprise, qui est les charges sociales. Alors, les charges sociales, il y a en réalité 3 régimes, 3 coûts différents et 2 types de prestations. Le premier régime que nous allons évoquer, c'est le régime du microsocial. Le deuxième régime, le régime des travailleurs indépendants ou des travailleurs non salariés. Et enfin, le troisième régime, le régime général des salariés. Alors, le régime dépend directement du statut juridique ou régime que vous allez choisir. Alors, passons tout de suite au premier régime, le régime microsocial. Alors, le régime microsocial est applicable aux micro-entrepreneurs. Il se calcule en pourcentage du chiffre d'affaires encaissé selon la nature de l'activité, donc suivant que l'activité est une activité de livraison de biens ou de prestation de services. Donc c'est pareil, je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Par contre, je vais vous mettre un lien toujours de l'excellent site BPI France Création qui explique le régime micro-social et qui vous donnera les différents taux sur le chiffre d'affaires. Mais si vous envisagez le régime du micro-entrepreneur, vous devez probablement les connaître. Mais ce qui caractérise ce régime microsocial, c'est que c'est un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires encaissé. Et alors, quelles sont les prestations de ce régime ? Les prestations de ce régime sont exactement identiques à celles du régime des travailleurs indépendants ou travailleurs non salariés, c'est-à-dire que vous allez avoir des prestations en matière de maladie-maternité, d'allocation familiale et de retraite. Deuxième régime que nous allons voir, c'est le régime des travailleurs indépendants ou travailleurs non salariés. Alors, ce régime de charge sociale s'applique aux entreprises individuelles, aux gérants majoritaires de SARL et associés uniques de URL. Alors, en matière de calcul, là par contre, c'est beaucoup plus complexe que le régime qu'on a vu précédemment, parce que là, ça va être différents pourcentages soit du bénéfice ou de la rémunération de l'année précédente, puis régulariser l'année suivante lorsque le bénéfice ou la rémunération de l'année écoulée sera connu. En fait, c'est le mécanisme qui a été extrêmement controversé par les entrepreneurs, l'ancien régime dit du RSI. C'est ce mécanisme-là qui est assez complexe et qui génère pas mal de difficultés. Alors là, c'est pareil. Je vous mettrai également un lien de l'excellent site BPI France Création sur les principes de calcul en matière de charges sociales des travailleurs indépendants ou des travailleurs non salariés. Pareil, pour ne pas rentrer trop dans le détail. Par contre, je voudrais quand même évoquer avec vous la base de calcul des cotisations. Donc la base de calcul des cotisations, je vous l'ai indiqué juste précédemment en vous disant que c'était soit le bénéfice, soit la rémunération. Alors, je voudrais vous expliquer dans quel cas ça va être le bénéfice et dans quel cas ça va être la rémunération. Ça va être le bénéfice lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu. Donc là, on voit que le régime fiscal d'imposition des bénéfices va avoir un impact sur le régime social. Et ça sera calculé sur la rémunération, donc la rémunération qui, je vous le rappelle, sera décidée par les associés ou par l'associé unique dans le cas de SARL ou de URL dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur les sociétés. Donc là,
toujours l'impact du régime fiscal d'imposition des bénéfices sur cette modalité en fait de calcul. Et il y a une autre particularité pour les rémunérations donc des gérants, c'est que lorsque les dividendes qui sont versés donc en sus de la rémunération sont supérieurs à 10% du capital, ils seront également soumis aux charges sociales des travailleurs non salariés. Donc c'est une des raisons qui conduit aujourd'hui à l'engouement que l'on constate pour la SASU ou la SAS, qui, elle, au contraire, permet toujours un arbitrage entre la rémunération et les dividendes. Donc, l'avantage, effectivement, du dividende, c'est qu'il n'y a pas de charge sociale, même s'il y a, malgré tout, sur les dividendes, des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% du montant des dividendes versés. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'optimiser ou pas la rémunération qui va être soumise à charge sociale. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les cotisations sociales sont déduites de la base de calcul de ces mêmes cotisations sociales. Et c'est pour vous illustrer ça que j'ai fait ici ce petit tableau. Alors pour estimer les cotisations sociales, alors je peux pas vous donner de pourcentage exact puisque en fait c'est des calculs souvent par tranche, donc c'est un peu le même mécanisme que l'impôt sur le revenu. Donc on n'a pas un pourcentage fixe, si vous voulez, par rapport à un montant de rémunération, mais ce pourcentage va varier en fonction des différentes plafonds de cotisation qui vont être calculés, mais on peut en retirer quand même grosso modo une tendance. Par exemple, et donc je vous l'illustre ici avec un bénéfice ou une rémunération de 100 avant déduction des cotisations sociales. Dans ces cas-là, il y aura environ un tiers de cotisations, ce qui conduira à un bénéfice ou rémunération après déduction donc de ces cotisations de 66,67%, donc environ 2 tiers. Donc quand on calcule les cotisations sur la rémunération avant déduction, on est aux alentours de 1 tiers. Quand on calcule sur la rémunération après déduction des cotisations, on est aux alentours de 45-50%. Donc ça, c'est des chiffres à affiner en fonction des chiffres réels que vous aurez. Dernier point donc dans ce régime, quelles sont les prestations ? Je vous l'ai cité dans le régime précédent, c'est les prestations donc du régime des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, c'est-à-dire que vous allez avoir une assurance maladie maternité, des allocations familiales et une assurance retraite. Troisième régime que je voulais aborder également dans le cadre des charges sociales, c'est le régime général des salariés. Alors le régime général des salariés va trouver à s'appliquer aux dirigeants, donc présidents, directeurs généraux de SAS ou de SASU, mais également les gérants minoritaires ou non associés de SARL et de URL. Dans ce régime-là, c'est le régime général que l'on connaît au niveau des salariés. Donc il y a un calcul des cotisations sociales en pourcentage de la rémunération. Donc c'est un petit peu la même chose que ce que vous avez sur votre feuille de paye actuellement si vous êtes salarié. Par contre, la rémunération est également décidée par les associés ou par l'associé unique. Par contre, il y aura quand même au niveau du calcul quelques particularités en matière notamment d'assurance chômage qu'il n'y aura pas par rapport au régime standard des salariés, et également la retraite, le régime de retraite des cadres, donc qui lui par contre pour le coup sera bien présent. Donc le principe de ce régime, c'est que il y a une rémunération brute, donc là je vous ai pris un exemple avec une rémunération brute de 100, il va y avoir des cotisations salariales à peu près à hauteur de 23, donc ce qui va donner un salaire net de 77, et les cotisations patronales, donc qui seront calculées sur le salaire brut à hauteur de 47, soit un coût total
alors là le coût total il est erroné, hein, c'est pas 70 mais c'est 147. Ici ce que j'ai indiqué ici c'est les charges totales. Donc le coût total est bien de 147 et les charges donc de 70. Alors quelles sont les prestations de ce régime? Donc les prestations de ce régime sont également un régime de maladie maternité, allocation familiale. Par contre, il y aura également un régime d'indemnité journalière, un régime d'accident du travail et un régime complémentaire de cadre. Maintenant, effectivement, il y a un choix à faire. Donc le choix à faire, vous pouvez le faire en fonction de deux critères, soit le régime le moins coûteux, et là on voit que pour faire ça, effectivement, vous pouvez simuler les rémunérations en fonction du bénéfice brut avant rémunération, donc que vous avez précédemment déterminé, mais vous pouvez aussi choisir un régime qui procure les meilleures prestations, et dans ces cas-là, les meilleures prestations seront procurées par le régime général des salariés. Mais par contre, le coût sera bien supérieur à celui du régime travailleur indépendant ou des travailleurs non salariés. Donc après, à simuler en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme prestation ou comme coût. Donc passons maintenant au troisième levier de maximisation du revenu disponible, qui est l'imposition des bénéfices. Alors déjà, rappelons ce qu'est un bénéfice. Donc un bénéfice avant impôt, c'est la différence entre les produits, donc principalement le chiffre d'affaires, et les charges que va avoir votre entreprise. Donc sous déduction, donc des achats, des frais, des rémunérations et des cotisations sociales. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le bénéfice est, pour une entreprise individuelle, affecté automatiquement à l'entrepreneur au titre de sa rémunération, dans la mesure où il y a un patrimoine commun entre celui de l'entreprise et celui de l'entrepreneur. Alors que dans les sociétés, le bénéfice est distribué, donc entre guillemets réparti aux associés sous forme de dividendes, puisqu'ils ont un patrimoine distinct de celui de la société. Donc, cette distribution de dividendes va être faite sur la base d'une décision que va prendre soit l'associé unique, soit une assemblée générale pour les sociétés pluripersonnelles. Et donc, ça devra faire l'objet d'une formalité juridique d'approbation des comptes et de distribution de dividendes. Donc voilà, ce préambule étant fait en matière de bénéfices, maintenant quels sont les régimes d'imposition? Il y a deux régimes et il y a deux bases de calcul. Donc les deux régimes, l'impôt sur le revenu, soit sur un bénéfice forfaitaire ou un bénéfice réel, ou alors l'impôt sur les sociétés sur la base d'un bénéfice réel. Donc nous allons voir maintenant les différents cas qui peuvent être rencontrés en matière d'imposition sur les bénéfices. Donc le premier cas, c'est le régime des micro-entreprises. Donc pour les micro-entreprises, le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire sur la base d'un abattement en pourcentage du chiffre d'affaires encaissé suivant la nature de l'activité que vous exercez. Si vous exercez une activité de livraison de biens, le pourcentage d'abattement sera de 71%. Ça veut dire qu'il vous restera un bénéfice forfaitairement évalué de 29%. Et en matière de prestation de services commerciales, l'abattement sera de 50%, donc il restera 50% de bénéfices forfaitaires, ou libéral, pour l'activité libérale, l'abattement sera de 34%, donc c'est-à-dire qu'il restera 66% de bénéfices forfaitaires. Et donc ce bénéfice forfaitaire sera soumis à l'impôt sur le revenu. Donc c'est un bon choix, le régime d'imposition des bénéfices micro-entreprises, si le bénéfice réel est supérieur au bénéfice forfaitaire
qui est calculé par l'application de cet abattement. Sinon, ce n'est pas un bon choix. Ça veut dire que vous payez plus d'impôts que vous ne devriez, puisque le bénéfice réel est inférieur. Deuxième choix possible, l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu sur les bénéfices réels, cette fois-ci. Donc, ça va être le cas de quel type de structure juridique? Ça va être le cas d'entreprises individuelles et de sociétés EURL. Alors, même si le EURL a la possibilité d'une option à l'IS, donc pour laquelle effectivement je ne le prends pas en compte ici. Donc on reste sur un régime de droit commun qui est le URL à l'impôt sur le revenu. Alors je ne parle pas non plus dans le cadre des entreprises individuelles, je fais abstraction de l'EIRL qui est un montage, qui est un régime qui est très peu utilisé en raison de sa complexité. Alors, c'est le cas donc des entreprises individuelles, comme je vous le disais, et de l'EURL pour le régime de droit commun, mais c'est aussi la possibilité d'une option pour les SARL ou donc d'une option définitive pour les SARL ou temporaire pour les SASU ou pour les SAS. Donc là, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais des possibilités d'options ou pas, un petit peu comme pour la TVA. Je vous mettrai également un lien de l'excellent site BPI France Création qui explique les régimes d'imposition des bénéfices en matière d'impôt sur le revenu. Alors dans ces cas-là, dans ce régime-là, le régime d'imposition va permettre de soumettre le bénéfice réel au barème de l'impôt sur le revenu, donc le barème par tranche. La petite particularité, c'est que pour les sociétés, le bénéfice sera donc soumis en totalité à l'impôt sur le revenu. Par contre, lorsque la société va procéder au versement de dividendes, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire puisque la totalité du bénéfice aura déjà été imposée, puis qu'il soit distribué ou non. Troisième régime d'imposition des bénéfices, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors l'IS est applicable de plein droit aux SARL, aux SASU, aux SAS, même si effectivement ces trois structures ont une possibilité d'option à l'IR, et je fais toujours abstraction de l'URL, donc pour les mêmes raisons que précédemment, et ça va s'appliquer aussi, ce régime, aux EURL qui auront opté pour l'IS. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce régime d'imposition des bénéfices? C'est que le bénéfice réel est soumis à un taux réduit d'imposition de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices, donc qui est soumis à condition, mais pour lesquels les entreprises traditionnelles, classiques, répondent sans aucun problème. Et au-delà de ces 38 120 € de bénéfices, l'IS est soumis, est calculé au taux normal de 26,5% en 2021, donc pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Alors ça, c'est l'impôt que vous payez sur le bénéfice. Alors par contre, ça n'empêche que si vous distribuez ce bénéfice sous forme de dividende, il subira cette fois-ci l'impôt sur la distribution de dividendes, donc qui pourra être faite suivant deux régimes, donc soit le prélèvement forfaitaire unique, donc ce qu'on appelle le PFU, ou dit aussi la flat tax au taux de 30%, donc ça c'est le régime par défaut d'imposition des dividendes, soit à l'impôt sur le barème, donc l'impôt sur le revenu au barème, donc par tranche, sur option. Donc il faut bien distinguer dans le cas de l'impôt sur la société, c'est que le bénéfice est taxé à un taux relativement faible de 15% et de 26,5% au-delà de 38 120. Par contre, si vous distribuez sous forme de dividendes aux associés des revenus, il y aura une imposition des associés au niveau des dividendes qu'ils ont perçus. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai une documentation du site BPI France, donc dans la fiche guide PDF ou dans l'e-book, je vous mettrai une documentation sur le régime fiscal
et sociale des dividendes. Alors, pourquoi sociale ? Parce que il faut rappeler aussi que les dividendes, donc là j'ai parlé uniquement de l'imposition fiscale du dividende, mais il faut rappeler que les charges sociales des travailleurs indépendants ou des travailleurs non salariés donc s'appliquent aux dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL ou associés uniques de URL pour la partie qui dépasse 10% du capital. Donc voilà pour l'aspect imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est les trois régimes que je voulais évoquer. Donc maintenant, il vous reste à faire le choix du régime. Donc le choix, là par contre, il va se faire principalement sur un seul critère, c'est le coût. Donc vous allez retenir le régime le moins coûteux, enfin en principe vous allez retenir le régime le moins coûteux en impôts, donc qui procure le bénéfice net disponible le plus important. Et là, c'est encore extrêmement important de simuler pour voir l'impact de chaque régime d'imposition des bénéfices, donc soit le régime micro-entreprise, soit le régime d'impôt sur le revenu, soit le régime de l'impôt sur la société avec distribution de dividendes, pour voir quel est, in fine, le revenu net disponible le plus important dans chacun de ces régimes. Pour résumer les trois leviers donc de maximisation du revenu disponible, donc vous avez la possibilité de choisir en principe le régime de TVA applicable, donc soumis ou non soumis à TVA. En matière de charges sociales, vous pouvez choisir soit le régime microsocial, soit le régime des travailleurs indépendants ou travailleurs non salariés, soit le régime des salariés. Et enfin, en matière d'imposition de bénéfices, vous avez le choix entre le régime microsocial, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc passons maintenant au quatrième critère que je souhaitais évoquer, c'était la simplicité lors de la création et la gestion de l'entreprise. Donc la conséquence que va avoir ce critère, c'est que plus votre création et votre gestion sera simple, plus ce sera rapide et par conséquent, plus le coût sera réduit. Donc nous allons voir ça sous l'aspect des différents statuts juridiques qui sont possibles. Donc le premier statut juridique que je souhaitais évoquer, donc c'est celui de l'entreprise individuelle avec le premier, le régime de la micro-entreprise. Alors le régime de la micro-entreprise, c'est une de ses grandes forces, c'est que c'est extrêmement simple à la création et en gestion et ça vous procure un coût nul. Par contre, la rapidité de création est malgré tout à relativiser parce qu'on peut voir, je dirais, sur différents forums et différents réseaux sociaux, c'est que effectivement, ça va vite, les formalités vont vite. Par contre, l'immatriculation peut, elle, être beaucoup plus longue. On peut avoir souvent quelques semaines de délai pour obtenir l'immatriculation. Un autre point également, c'est que le formulaire à remplir en ligne, il n'est en fait pas si simple qu'il n'y paraît. Et le principal écueil que rencontrent souvent les micro-entrepreneurs, c'est la définition, c'est comment définir précisément l'activité pour être immatriculé dans la bonne activité. Souvent, on constate que les renseignements qui sont portés génèrent une inscription à une activité commerciale alors qu'elle est artisanale ou libérale alors qu'elle est commerciale et vice-versa. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsque l'on remplit le formulaire à bien définir l'activité pour être bien répertorié dans la bonne nature d'activité, parce que si jamais vous n'êtes pas immatriculé dans le bon secteur d'activité, ça va être compliqué derrière. Alors, un autre avantage de la micro-entreprise, c'est que vous avez une comptabilité allégée et les déclarations de chiffre d'affaires sont relativement simples à remplir. Et il n'y a pas non plus de déclaration de TVA puisque micro-entreprise, vous êtes en principe au régime de la franchise en base de TVA. Donc c'est vraiment sur le critère de la simplicité de création et de gestion, c'est vraiment la micro-entreprise qui est préférable.
Deuxième hypothèse à envisager, l'entreprise individuelle. Donc l'entreprise individuelle, c'est également presque aussi simple que la micro-entreprise. Bon, vous avez un coût de quelques dizaines d'euros pour l'immatriculation, donc c'est pas ça qui va faire la différence. En matière de comptabilité, là par contre, on n'est plus en comptabilité allégée, mais on est en comptabilité simplifiée. Si vous êtes assujetti à TVA, que vous avez choisi d'être soumis à TVA, bah là vous allez avoir effectivement des déclarations de TVA à faire. Donc là, ça sera un tout petit peu moins simple. Et puis vous aurez un arrêté de compte à faire avec des déclarations annuelles. Ça reste, abordable, mais c'est quand même un petit peu moins simple que le régime de la micro-entreprise. Je vous mettrai également un lien dans la fiche guide PDF ou dans l'e-book. J'ai fait une vidéo sur le fait de recourir à un expert comptable pour la comptabilité d'une entreprise. Donc je vous mettrai le lien, ça éclaire assez sur ce qu'il faut faire dans ce domaine. Deuxième cas que je veux évoquer sur le critère de la simplicité, c'est celui des sociétés. Alors les sociétés, c'est une création beaucoup plus compliquée puisqu'il faut faire des statuts, il faut déposer le capital, il faut faire une annonce légale et des formalités juridiques. Donc ça va avoir un coût beaucoup plus élevé qu'une entreprise individuelle et qu'une micro-entreprise. Donc il faut vraiment, je dirais à mon avis, que le jeu en vaille la chandelle. Par contre, en matière de comptabilité, ça va être à peu près la même chose qu'une entreprise individuelle. Vous allez pouvoir, si vous avez un chiffre d'affaires en dessous de certains seuils, vous allez pouvoir faire une comptabilité simplifiée. Vous ferez également une déclaration de TVA si vous avez choisi d'être soumis à TVA, et vous aurez également un arrêté de compte à faire, une déclaration annuelle, de la même façon qu'une entreprise individuelle. Par contre, ce qui va venir un petit peu complexifier la gestion, c'est les formalités juridiques d'approbation des comptes annuels, qui est une formalité donc juridique de convocation et de tenue d'assemblée générale. Alors par contre, ça sera un petit peu plus simple si vous êtes sur une société unipersonnelle, donc une ERL ou une SASU, parce que vous pourrez vous limiter à une simple décision. Bon, il y aura quand même la procédure d'approbation des comptes annuels, mais ça sera un petit peu plus simple dans la mesure où vous n'aurez pas de convocation et de tenue d'assemblée générale. Mais vous aurez quand même un procès-verbal de décision à faire. Donc les sociétés, c'est quand même ce qu'il y a de moins simple en matière de création et en matière de gestion. Donc maintenant, il vous reste à faire le choix de votre structure juridique sur la base donc de ce quatrième critère de simplicité. Mais par contre, est-ce que choisir le régime le moins coûteux et le plus rapide, est-ce que c'est un bon critère? Alors, je dirais pour une activité accessoire probablement, pour une activité principale, j'en doute. Alors qu'est-ce que j'entends par activité accessoire? C'est une activité que vous faites en plus de votre activité principale. Par exemple, si vous êtes salarié à titre principal et que vous voulez développer une petite activité, donc la petite activité que vous développez, c'est une activité accessoire. Donc dans ces cas-là, effectivement, choisir le régime le moins coûteux et le plus rapide, ça peut être une bonne chose. Par contre, pour une activité principale, ça peut franchement se discuter. On peut prioriser, avant ce critère de simplicité, on peut prioriser à d'autres critères comme la protection du patrimoine ou la maximisation du revenu disponible. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce quatrième critère de simplicité lors de la création ou de la gestion de l'entreprise. Enfin, alors pour conclure, je voudrais faire une petite synthèse de mes 4 critères et vous dire quoi faire en fonction de chaque critère. Donc sur le premier critère, si vous voulez vous associer, il n'y a pas le choix, il faudra choisir une SARL ou une SAS. Sur le deuxième critère de la protection du patrimoine, si vous voulez à tout prix protéger votre patrimoine, vous devrez choisir également une société. Sur le troisième critère de la maximisation
des revenus disponibles, là il va falloir malgré tout avoir fait préalablement des prévisions et chiffrer vos hypothèses d'exploitation avant rémunération, charges sociales et impôts sur les bénéfices, et il va falloir que vous simuliez dans ces cas-là, le cas échéant si c'est significatif, la TVA pour vérifier l'impact sur le résultat de la taxation à TVA, donc avec les exemples que je vous ai donnés dans cette partie. Simuler également les charges sociales sur la base des 3 régimes microsocial, travailleurs indépendants ou travailleurs non salariés, ou le régime général des salariés, et enfin simuler également l'impôt sur les bénéfices dans les 3 régimes microfiscal, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et enfin sur le dernier critère, pour la simplicité, choisissez une entreprise individuelle, voire une micro-entreprise si c'est possible, et dans le cas notamment d'une activité accessoire. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou sur le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.